Merci. Alors d'abord, nous serons d'accord sur le constat, le logement est un problème social majeur qui s'exprime dans notre société de façon radicale, par le sans-abrisme, par le mal-logement, mais qui s'exprime aussi de façon massive par la question de la cherté du logement, qui est le problème qui nous concerne quasiment toutes et tous. Donc ce logement cher, c'est un problème de pouvoir d'achat, mais on voit bien à quel point le logement cher est aussi un élément qui perturbe la vie sociale, puisque à cause du logement cher, ce sont des jeunes qui ne peuvent pas faire des études parce qu'ils n'ont pas les moyens de louer un logement qui est à proximité de leur établissement. Ce sont des travailleurs essentiels qui sont expulsés à la périphérie des métropoles et qui font des heures et des heures de transport en commun où ils y perdent du temps de vie, en plus dans des conditions maltraitantes parce qu'ils n'ont pas les moyens de se louer un logement qui est au cœur des métropoles et à côté de leur lieu de travail. Bref, un élément de perturbation sociale qui est extrêmement puissant. Une fois qu'on a dit ça, la deuxième étape est d'essayer d'analyser et de trouver la source de ce problème qui est celui du logement. Ma conviction, c'est que ça n'explique peut-être pas tout, mais ça explique une grande partie des problèmes. C'est la question de la financiarisation du logement. Financiarisation, parce que la finance, elle a cette capacité à s'insérer dans des secteurs de la société, de les transformer, de les écarter de leur usage social pour en faire des outils de rentabilité. Je pense que c'est ce qui se passe structurellement en profondeur dans le secteur du logement depuis maintenant plusieurs décennies. Il y a une financiarisation du logement. Il faut dire aussi à qui profite cette financiarisation du logement. Il y a un chiffre que moi je partage à chaque fois que je suis à une table ronde ou à un événement sur la question du logement. C'est de rappeler que dans notre pays, nous avons 3,5% des ménages qui sont des multipropriétaires. Ça veut dire qu'au sens de l'INSEE, ils possèdent 4 logements ou plus. Et ces multipropriétaires, ils détiennent la moitié des logements qui sont mis en location dans le pays. Donc ça veut dire une chose, c'est qu'on a une petite minorité de personnes qui concentrent de façon très importante le patrimoine immobilier et qui profitent de la rente locative. Et cette minorité de multipropriétaires, c'est elle qui profite de la spéculation sur le foncier dont vous parlez tout à l'heure, parce que plus le foncier augmente, et bien plus cette minorité de multipropriétaires, elle voit son patrimoine qui augmente. Ils profitent aussi de l'augmentation des loyers, puisque plus les locataires payent cher, plus la rentabilité est importante pour eux. Bref, plus le logement est un problème social, plus ces multipropriétaires, cette minorité, profitent du système. Ils sont aussi à l'origine, et ça je tiens à le dire, d'un changement d'usage du logement. On sait tous que la question de la transformation de locaux d'habitation en locaux de location touristique, c'est un problème majeur, que ce soit dans le cœur des métropoles ou dans les zones touristiques. Bien, ce qui provoque cette transformation, ce sont en grande partie des multipropriétaires qui cherchent une rentabilité très importante à leur logement et qui considèrent que c'est plus intéressant de louer à un touriste que de louer à quelqu'un qui va vivre dans ce logement. Bref, une fois qu'on a fait cette analyse sur la question de la financiarisation et de la minorité de multipropriétaires qui en profitent, arrive la question de que faire, de quelle doit être la cohérence d'une politique du logement. Je pense que la cohérence d'une politique du logement, eh bien, ça doit être justement de lutter contre ce phénomène de financiarisation et de réfléchir à un logement qui est dans l'intérêt général. Donc lutter contre la financiarisation du logement, ça veut dire par exemple défendre des acteurs qui, par essence, ne sont pas intéressés à marchandiser le logement, à en faire des profits, mais qui par essence sont tournés vers l'intérêt général. Je pense évidemment aux bailleurs sociaux. Plus nous avons de logements sociaux, plus nous avons des bailleurs sociaux qui sont forts, plus on lutte contre cette dérive de la financiarisation du logement. Alors là, je partage ce que disait Stéphane à l'instant. Ça veut dire qu'il faut faire exactement l'inverse de ce qui a été fait par le gouvernement ces 5 dernières années, parce que qu'on parle de la RLS, qu'on parle de l'augmentation de la TVA, nous n'avons eu que des mesures régressives à l'encontre des bailleurs sociaux. Donc il faut rétablir ces marges de manœuvre financières des bailleurs sociaux pour qu'ils puissent faire du logement dans l'intérêt général. Et deuxième chose qu'il faut faire si on veut lutter contre la financiarisation, c'est qu'il faut réguler. Il faut réguler le parc privé, il faut réguler le foncier. Voilà, je sais qu'on a beaucoup d'élus locaux qui ont, et peut-être toi-même d'ailleurs, qui était signataire de cette tribune parue dans le journal du dimanche, si je ne me trompe pas, qui pose cette question de comment est-ce qu'on encadre les prix du foncier. Donc il faut réfléchir à ça, il faut aller vers la régulation du foncier, il faut aller vers la régulation des loyers également. L'encadrement des loyers, comme il existe actuellement dans le parc privé, est insatisfaisant, du fait que trop de propriétaires y dérogent et que de toute façon, même ceux qui le respectent ont des marges très importantes, parce qu'on n'oublie pas que l'encadrement des loyers,
loyer comme il existe actuellement, on a le droit d'être 20% au-dessus du loyer médian, donc on reste à des niveaux qui sont très élevés. Et dernier élément sur la question de la régulation, bon, qui là est une critique de ce qui a été la principale mesure de cette nouvelle majorité depuis 2017, depuis 2022 pardon, en matière de logement, qui est l'augmentation de l'IRL de 3,5%. Moi, je tiens à ce qu'on parle de ça, parce que quel a été jusqu'à présent l'acte politique le plus fort qui a été fait en matière de logement? C'est d'expliquer aux bailleurs, d'ailleurs qu'ils soient sociaux ou privés, qu'ils ont cette possibilité d'augmenter de 3,5% le montant des loyers en cours de bail pour des locataires qui n'ont pas leur avis à donner là-dessus et qui vont subir cette augmentation. Je pense que c'est une décision qui est profondément antisociale et que si on veut avoir une politique du logement qui va dans la bonne direction, si on veut espérer que notre ministre du Logement, Olivier Klein, aille dans la bonne direction, la première chose qu'il aura sans doute à faire, c'est revenir sur cette question de l'augmentation de l'IRL, parce que ce qui correspond à l'urgence du moment, c'est celui d'un gel des loyers. Ça va être ma question derrière. Il faut venir, il faut épauler, accompagner les bailleurs. Est-ce qu'on peut d'un côté avoir ce discours-là et de l'autre leur dire oui, mais vos recettes, on les bloque? Très bonne question. Et pour éclairer ce débat sur la question du gel des loyers, je vous propose de revenir sur ce qu'a été le débat parlementaire et les arguments et les échanges d'arguments que nous avons eus. Quand a été annoncée cette augmentation de 3,5% de l'indice de référence des loyers, le premier argument qui a été mis sur la table par le gouvernement était finalement un argument assez technique. On nous expliquait l'IRL est indexé sur l'inflation, l'inflation est à un niveau très élevé, et donc estimez-vous heureux d'avoir une augmentation de l'IRL qui n'est que de 3,5%. Même au début, d'ailleurs, le gouvernement a osé parler de bouclier logement pour évoquer cette augmentation de l'IRL de 3,5%. Bon, cet argument technique, il ne tient pas. D'ailleurs, c'est quand même cocasse de savoir que la formule de l'IRL, comme elle existe aujourd'hui, elle a été inventée en 2008, à un moment où on a eu une augmentation de l'IRL de 2,8% et que déjà, ça semblait insupportable à tout le monde et nécessitait de changer la formule de calcul. Donc, d'en arriver à aujourd'hui, avec le même raisonnement à 3,5%, il y a évidemment quelque chose d'incohérent. Mais ça, c'était l'argument technique. Il a été rapidement balayé parce qu'on sait bien que cette question, elle est politique. Deuxième argument qui a été donné, notamment par Madame la ministre de Montchalin, pendant le bref moment où elle a été en charge de la question du logement, elle nous a expliqué, elle a fait quelques tweets là-dessus, qu'elle était contre la proposition de geler les loyers, parce que vous comprenez, dans la situation d'un propriétaire modeste, mais qui louerait son logement à un locataire aisé, la formule du coup serait injuste. Bon, il y a sans doute un peu de mauvaise foi là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de propriétaires pauvres qui louent à des locataires riches, mais bon, on va dire, vous connaissez l'expression, c'est comme les poissons volants. Ce n'est pas la majorité du genre, et je ne pense pas qu'une politique publique, elle devait être guidée en fonction des poissons volants, mais plutôt en fonction de vous aussi, vous aimez bien Jean Gabin. Voilà, exactement. Et dernier argument, et par contre, là, je fais tout ça parce qu'on en arrive au cœur du débat politique, parce que finalement, dans le débat parlementaire, on a fini par arriver à cette question politique. Ce qui nous a été dit à la fin, c'est, vous comprenez, les propriétaires bailleurs sont exposés à des coûts, à des nécessités d'investissement pour la rénovation énergétique ou pour autre chose, et donc augmenter l'IRL et donc potentiellement les loyers de 3,5%, ça permettra de le financer. Et je reconnais là, Madame la sénatrice, l'honnêteté de votre groupe parlementaire, c'est que c'est lui, on va dire de la façon la plus transparente, qui a défendu cette position dans l'hémicycle. Donc là, la question, elle est politique. Et du coup, je le dis très clairement, moi je suis convaincu que, parce qu'il est difficile de le nier, que le logement va coûter cher et qu'on a des nécessités d'investissement. C'est certain. Il faut construire beaucoup, il faut construire sans artificialiser, donc il faut faire de la densité de qualité, il faut faire des constructions sobres en consommation d'énergie, etc. Donc le logement va coûter cher, ça c'est certain. Maintenant, la question politique qui se pose, c'est qui va payer ce logement cher? Et si on explique que c'est aux locataires, à travers une augmentation des loyers, qu'on va faire payer ces nécessités d'investissement dans le logement, ben moi je dis, on va droit dans le mur. Si c'est aux catégories sociales les moins favorisées, parce que c'est le cas des locataires à qui on demande de mettre la main à la poche pour construire du logement, pour le rénover, etc., ça ne fonctionnera pas. Il faut aller chercher ailleurs. Et juste, je finis sur une proposition. Aller chercher ailleurs. Je parlais tout à l'heure des 3,5% de multipropriétaires qui concentrent une part très importante du patrimoine. Eh bien, je pense que de la même façon que la NUPES défend l'idée de taxer les super profits,
eh bien, il faut taxer les super patrimoines. Voilà. Il y a une concentration du patrimoine immobilier dans la société qui est trop importante, qui est inégalitaire, et il faut prendre cet argent, et c'est avec cet argent-là qu'on contribuera à régler le problème social du logement et à faire les investissements qui sont nécessaires. Bon. William Martinet, une mesure. Une mesure, mais qui s'écarte un tout petit peu du logement social. C'est une mesure sur la question de l'hébergement d'urgence. Vous le savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, il y a une association ici à Lyon qui s'appelle Jamais sans toit, qui héberge des enfants sans abri. Il y en a 106 qui ont été repérés, pris en charge par l'association. J'ai entendu, enfin j'ai vu sur les réseaux sociaux que le ministre du Logement s'était engagé, enfin avait demandé au préfet de proposer des solutions d'hébergement d'urgence à ces 106 enfants. C'est une très bonne chose pour ces 106 gamins. Je salue d'ailleurs la mobilisation de l'association Jamais sans toit, mais je tiens à dire une chose. Cette politique de lutte contre le sans-abrisme, qui consiste, en fonction des moments, de où sont les projecteurs médiatiques, de distribuer des places d'hébergement à droite, à gauche, à un tel et pas à d'autres, il y a quelque chose d'indécent là-dedans. Donc avoir une politique il y a 2000 gamins qui sont sans domicile fixe partout en France, pas que à Lyon. Et de voir le ministre nous dire « je règle le problème ici », mais rien nous dire sur le reste, et pire que ça, parce qu'avec Stéphane, on va étudier un projet de loi de finances. Dans ce projet de loi de finances, il y a 7000 suppressions de places d'hébergement d'urgence cette année, et encore 7000 pour l'année d'après. Donc il y a une grande hypocrisie. Faire une vraie politique en matière de logement d'urgence. Évidemment, faire une vraie politique. Alors là, on en revient aux bailleurs sociaux, parce que si on veut régler le problème du sans-abrisme, il faut du logement social. C'est bon. Mais du coup, la mesure d'urgence qu'on peut faire et qui peut se voter dans ce PLF, c'est revenir sur cette suppression de 7000 places d'hébergement d'urgence. Et pour le coup, voilà, parlementaire qu'on est ici, on peut, je ne sais pas si le ministre sera d'accord, mais vu la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, en tant que parlementaire ici, on peut décider qu'il n'y aura pas cette suppression de 7000 places d'hébergement d'urgence et qu'il n'y aura pas des gamins en plus qui seront à la rue, parce que c'est la conséquence si jamais on laisse ces places d'hébergement disparaître. Message reçu.